L'armistice a été signé ce 11 novembre 1918, mettant fin à près de 4 années et demie d'un conflit sanglant. C'est un moment de liesse, le moment d'entrer dans une nouvelle ère, place désormais au renouveau, à la résurrection. Aujourd'hui, je vais vous raconter le Paris des années 20. Le Paris des années folles. Cette année-là, la ville est un véritable centre de créativité, de modernité et de rébellion contre les conventions anciennes. Elle voit émerger des transformations profondes dans de nombreux domaines, dont la musique, la mode et l'architecture. Paris devient le carrefour des nouvelles tendances et une capitale emblématique de l'avant-garde. Durant cette décennie, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes voit le jour. L'événement s'inscrit dans la continuité des expositions universelles, mais avec un accent particulier sur le design, la décoration et le mobilier, plutôt que sur les beaux-arts. L'objectif est de démontrer que l'industrie peut produire des objets alliant fonctionnalité et esthétique, créant ainsi un lien entre la beauté et la production en série. Ce mouvement artistique se caractérise par l'utilisation de formes géométriques, de lignes épurées, de motifs stylisés, inspirés de l'Antiquité égyptienne et grecque, de la nature, de l'orientalisme et des formes industrielles. L'art déco combine des influences modernistes et ornementales, tout en s'ouvrant à des matériaux innovants, comme l'aluminium, l'acier, le verre, la laque et l'ébène. Les artistes et créateurs ont voulu conjuguer élégance, luxe et modernité dans des objets du quotidien. Le palais de la Porte Dorée est l'un des exemples de ce style, avec ses lignes riches et ses décorations symboliques. L'exposition des arts décoratifs de 1925 a fait de Paris le centre mondial du design et a influencé profondément la manière dont l'art, l'architecture et l'ameublement étaient perçus et créés à travers le monde. Elle a ouvert la voie
à de nouvelles expressions de beauté et de fonctionnalité. La fée électricité et les avancées techniques réalisées pour la guerre sont à l'origine de l'explosion de l'électroménager. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les objets de la vie quotidienne que vous utilisez couramment, messieurs, ont vu le jour ces années-là. En 1923, s'ouvre à Paris le premier salon des appareils ménagers qui rencontre un immense succès. Il deviendra ensuite le salon des arts ménagers, une exposition mettant en relief tous les ustensiles destinés à faciliter la vie de la ménagère. Tous ces objets deviennent les nouvelles stars d'un grand spectacle en construction, celui de la société de consommation et du rêve d'un idéal domestique. Parallèlement, la radio se développe. Avec elle, la publicité prend une importance croissante et pénètre les foyers. Un réfrigérateur, Une machine à laver, un fer à repasser, un moulin à café, une cuisinière à gaz, et puis des radiateurs, un aspirateur, un rasoir carastique, Elle deviendra bientôt omniprésente, au point d'envahir certains monuments emblématiques de la capitale. Lors de l'exposition internationale des arts décoratifs, l'ingénieur électricien Fernando Jacopozzi, surnommé le magicien de la lumière, fait briller le nom d'André Citroën sur 3 des 4 faces de la Tour Eiffel. L'illumination fait connaître la Tour Eiffel dans le monde entier. L'éclairage va rester en place pendant près de 10 ans, renouvelant le spectacle un soir par semaine. Ne
fait-on pas encore la même chose aujourd'hui lorsqu'on utilise la Tour Eiffel pour des commémorations? Le cinéma conquiert peu à peu les fous qui s'esclavent aux aventures de Buster Keaton ou Harold Lloyd. Déjà connu pour ses rôles dans des courts-métrages burlesques, Charlie Chaplin acquiert une notoriété mondiale grâce aux films qu'il réalise. Le Kid, La Ruée vers l'or deviennent des classiques incontournables du cinéma mondial. Cette période est aussi l'objet d'un foisonnement littéraire. Un groupe d'écrivains américains qui ont vécu de près ou de loin la Première Guerre mondiale et éprouvé un profond désenchantement face aux horreurs du conflit se rassemblent à Paris sous le nom de Génération perdue. Ils sont souvent critiques de l'Amérique de l'après-guerre, qu'ils considèrent comme matérialiste, conservatrice et dénuée de sens profond. Certains ont aussi exprimé une profonde insatisfaction face à la société de consommation naissante et à l'influence croissante des grandes entreprises. Il y a bien sûr Ernest Hemingway, connu pour son style minimaliste et direct, souvent axé sur les thèmes de la guerre, de l'héroïsme ou de la mort. Qui n'a pas lu Le vieil homme et la mer? Il y a aussi Francis Scott Fitzgerald. Son roman le plus connu, Gatsby le Magnifique, est un portrait amer de la société américaine des années 20, de la quête du rêve américain et de l'illusion de la richesse et du statut social. Nos écrivains français, eux aussi, ont leur heure de gloire. Les cafés, comme le Café de Flore et de Magot et la Rotonde, deviennent des institutions, où des figures comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Gide se rencontreront plus tard. Ces lieux sont aussi fréquentés par des créateurs et des artistes qui y trouvent l'inspiration. Ces cafés deviennent des symboles de l'intelligentsia parisienne.
Et la peinture dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est une période exceptionnelle pour l'art, marquée par une effervescence créative sans pareille. La ville, déjà capitale de l'art et de la culture avant la Première Guerre mondiale, devient encore plus vibrante après le conflit, attirant des artistes du monde entier qui cherchent à repousser les frontières de l'expression artistique. Je n'oublierai pas d'évoquer Amedeo Modigliani, l'un des peintres emblématiques de la période entre deux mondes. Son travail, qui semble rétrograde par rapport au mouvement moderne, se distingue par une beauté presque intemporelle. Ses œuvres les plus connues de la décennie sont des portraits de femmes, à la fois sensuels et méditatifs. Écoutez bien, mesdames et messieurs, les années 20, c'est aussi l'émancipation de la femme. Elles, qui ont pallié l'absence des hommes partis au fond dans tous les domaines de la société,
entendent bien revendiquer un nouvel espace de liberté et conquérir les droits qui leur semblent légitimes. Droits civiques, droit de vote et égalité dans les espaces de travail. Dans de nombreux pays, elles obtiennent le droit de vote. Mais il faudra attendre 1944 pour qu'elles l'obtiennent en France. Les Flappers, jeunes femmes émancipées, incarnent cet esprit de liberté. Elles dansent le Charleston, fument en public et défient les morales traditionnelles. So cast off the shackles of yesterday, and shoulder to shoulder into the fray. Our daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, Mr. Suffragette. Cette émancipation nouvelle passe également par une révolution dans la mode. Après la guerre, les femmes se libèrent des corsets et des vêtements contraignants, optant pour des vêtements plus simples et plus confortables. La silhouette devient plus droite et fluide, avec des robes plus courtes, des jupes taille basse et des cheveux coupés en bob. Coco Chanel est sans doute la figure la plus célèbre de cette révolution vestimentaire. Elle démocratise le tailleur pour femmes et crée la fameuse petite robe noire, qui devient un incontournable de la garde-robe féminine. Elle symbolise une nouvelle image de la femme, moderne, élégante et indépendante. À cette époque, c'est l'explosion du jazz. Ce genre musical venu des États-Unis envahit les clubs parisiens et devient le symbole de cette décennie. Le jazz a non seulement conquis les Américains expatriés, mais aussi une partie du public européen. Le jazz band, avec ses instruments avant, ses saxophones et trompettes, rythme les soirées des Parisiens et des touristes étrangers. Le jazz hot et les danses comme le Charleston ou le foxtrot se diffusent dans des clubs parisiens, notamment dans les quartiers Montmartre et Montparnasse. Les artistes noirs américains jouent un rôle fondamental dans cette révolution musicale avec des figures comme Sidney Bechet et Louis Armstrong qui deviennent des stars à Paris. En ces années de folie, les scènes du music hall parisien s'enflamment. La Revue Nègre,
avec Joséphine Baker, est l'une des manifestations les plus prisées à Paris et constitue un moment clé de l'histoire de la culture afro-américaine en Europe. Beaucoup de romans à l'envers de cœur, le sacre pour sa vie, les enfants. Cette revue de cabaret a été l'un des premiers événements artistiques en France à célébrer la culture noire sous un angle nouveau et audacieux. Des spectateurs parisiens, nombreux à assister à cette revue, ont découvert des artistes noirs loin des clichés raciaux associés au spectacle de l'époque. Le sacre pour sa vie, À cette époque, je peux vous dire que les artistes français ne sont pas en reste. Maurice Chevalier, avec son fameux canotier, Miss Tinguette et son célèbre Ça c'est Paris, sont des personnages iconiques. Ils enflamment les scènes du music-hall parisien. Voilé le soir, l'air réverbère, plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. L'année dernière, nous fêtions les 100 ans des Jeux Olympiques à Paris. Eh oui, en juillet 1924, Paris est devenue la capitale mondiale du sport. La ville accueille les Jeux Olympiques. Pendant 4 semaines, 3089 athlètes, dont seulement 135 femmes, représentant 44 pays, vont s'affronter lors des 126 épreuves des 23 disciplines représentant 17 sports. D'autres exploits vont voir le jour durant cette période. Je vais vous raconter le plus connu. Nous sommes le 21 mai 1927. Une foule immense est rassemblée à l'aérodrome du Bourget pour acclamer un jeune pilote américain, Charles Lindbergh, qui vient de réussir l'exploit de traverser l'Atlantique de New York à Paris aux commandes d'un aéronef baptisé le Spirit of Sun. Quelques 12 jours plus tôt, 2 aviateurs français, Charles Nengesser et François Colly, s'abîmaient dans l'océan à bord de l'Oiseau Blanc, en tentant la traversée dans l'autre sens. Lindbergh
aura la délicatesse de rencontrer la mère de François Coly pour lui présenter ses condoléances. L'exploit de ce jeune Américain ouvrira la porte à une aventure exceptionnelle si l'on songe qu'à peine un demi-siècle plus tard, un autre Américain posera, lui, le pied sur la Lune. Et ce ne sera que le début de l'épopée spatiale. Les années 20 apparaissent ainsi comme une période clé dans l'histoire du XXe siècle, voire de l'histoire du cours. Passé le moment d'euphorie de l'armistice, c'est un foisonnement d'idées, de techniques, de progrès dans de nombreux domaines. Ces années ont marqué le siècle de leur empreinte et demeurent à jamais comme une parenthèse exceptionnelle entre deux tragédies. La crise économique de 1929 viendra, hélas, mettre un terme à cette effervescence. Mais cette décennie reste sans conteste celle qui suscite le plus d'enthousiasme au point que l'on a qualifié ces années 20 d'années folles.
s'achève notre voyage dans cette décennie. Mais n'oubliez pas, mes amis, celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Car il n'y a pas de génie sans un grain de folie.